Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Nous nous intéressons ce mardi à la Guinée-Bissau, qui est dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre après la démission d'Umaro Sissoko Embalo. Au sommaire également, le Maroc qui a assoupli son régime de change afin de gagner en attractivité. Le dirham passe ainsi à une bande de fluctuation de plus 2,5% contre 0,3% précédemment. Et puis abandon de charges contre 528 prisonniers en Éthiopie, comme prévu par le gouvernement. Objectif affiché, promouvoir la réconciliation nationale. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Madame Sonia Raboto-Sonkondi. Bonsoir. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous. Alors vous êtes secrétaire nationale Les Républicains à l'engagement citoyen. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec nous également notre éditorialiste Daouda Tal. Bonsoir Daouda. Bonsoir Graziella, content de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Le délai accordé par la CEDEAO au président José Mario Vaz pour la nomination d'un nouveau ministre en accord avec les accords de Conakry expire ce mardi. Seulement pour l'heure, aucune annonce n'a été faite. On fait le point tout de suite avec Mariama Dramé. Nouveau rebondissement politique en Guinée-Bissau. Le Premier ministre Umaro Sissoko Embalo a présenté sa démission vendredi 12 janvier. Cette démission, qui intervient dans un contexte politique tendu, devrait être acceptée par le président José Mario Vaz. En effet, ce mardi 16 janvier expire le délai fixé par la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, pour la nomination d'un gouvernement de consensus jusqu'aux prochaines législatives. C'est une très bonne nouvelle que la Guinée-Bissau, on se préoccupe de l'égalité parce que, comme je dis souvent, il y a dans tous les pays du monde, l'État a son armée, mais pour la Guinée-Bissau et l'Algérie, c'est l'armée qui avait son État. Et pour moi, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, qu'il y a un processus institutionnel et puis que les gens respectent un certain nombre de procédures. Par le passé, l'armée serait intervenue dans le jeu, aurait fait un coup d'État, mais pour moi, c'est ça la principale nouveauté en Guinée-Bissau. Nommé en novembre 2016, Umaro Sissoko Embalo a succédé à Bassirou Dia pour tenter de sortir le pays d'une longue crise politique. Le chef de l'État a jusqu'à ce mardi 16 janvier, selon l'accord de Conakry, signé en octobre 2016 pour nommer son remplaçant, faute de quoi il risque des sanctions sous-régionales. La CEDEAO ne devrait pas s'enfermer dans le fétichisme des dates. Pour une question de 24 heures, je pense que le président devait lancer des concertations au niveau du PAIGC pour qu'on trouve quand même, pour un pays, on peut trouver un premier ministre de consensus, quelqu'un qui arrangerait le président et qui arrangerait le PAIGC. Ça prendrait peut-être 24 heures, ça prendrait 48, ça prendrait 72 heures. Je pense qu'il devrait prendre le temps de consulter le PAIGC. Majoritaire à l'Assemblée nationale, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, rejette depuis 2015 tous les premiers ministres nommés par le président José Mario Vaz sans son aval. Une situation qui a plongé la Guinée-Bissau dans une crise politique et institutionnelle depuis plus de 2 ans. Alors, Madame Raboto-Son, on l'a entendu, hein, le délai fixé par la CEDEAO expire ce jour et pour l'heure, il n'y a encore aucune annonce qui a été faite concernant la nomination d'un nouveau Premier ministre en Guinée-Bissau. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela traduit selon vous? Alors, je crois que c'est vraiment un problème interne au parti. C'est assez dommageable, en fait, d'avoir une telle instabilité, puisqu'on sait que c'est la stabilité politique qui fait la base d'un bon développement économique. Donc ce que je peux souhaiter, c'est qu'on arrive à trouver rapidement une solution et une entente entre les deux parties. Daouda, est-ce que malgré le fait qu'il y ait eu un ultimatum, le président Vaz ne se soit toujours pas prononcé à l'heure actuelle, est-ce que c'est le signe finalement qu'il n'a pas l'intention de se plier aux exigences de la CEDEAO? Bon, je crois que ce qui intéresse le président Mario Vaz, c'est d'avoir à la tête du gouvernement un homme de confiance, tout simplement. Et je pense que je vois mal comment la CEDEAO peut le contraindre à nommer quelqu'un qui ne bénéficierait pas de la confiance du président lui-même. On l'a vu dernièrement. On sait que Mario Vaz est un homme politique qui
qui tient à avoir quelqu'un en qui il a confiance lui-même au sein à la tête du gouvernement. Rappelons que suite à la destitution de Prera, Domingos, à un moment donné, il y a Bassirou Dia qui avait été nommé, bien sûr, et parce que le président lui faisait confiance. Sauf que ce dernier, le Parlement lui-même, dont la majorité à l'époque, et encore aujourd'hui, mis à part certains frondeurs, la majorité de ce Parlement est détenue par le PAIGC. Et donc, ce même PAIGC n'avait pas accepté que Bassirou Dia soit Premier ministre. Donc ça a créé une nouvelle instabilité. Aujourd'hui, on en arrive à ce que Umaro Sissoko Embalo soit nommé et finalement ce dernier n'a pas non plus la confiance de ce Parlement qui toujours est dominé, on va le dire, malgré quelques frondes par le PAIGC. Donc ce dernier est obligé aussi de céder sa place. Bon, il est clair que la CEDEAO fait bien de faire la pression parce que c'est ce qui avait abouti quelque part sous la médiation du président Alpha Condé à ce que quelqu'un soit nommé récemment, donc Embalo, et lui il démissionne parce que tout simplement il ne peut pas travailler dans ces conditions, c'est évident. Donc est-ce que le fait de mettre la pression de la part de la CEDEAO auprès du président Mario Vaz va régler le problème? Je n'en suis pas sûr, parce que peut-être que sous la contrainte, il va accepter de nommer quelqu'un et ensuite on en arrivera 6 mois plus tard, 12 mois plus tard à la même situation de départ, puisque c'est une situation qui se répète. Donc c'est un problème de fond qu'il faut régler avec de véritables solutions de fond. Justement, qu'est-ce qu'on peut envisager finalement pour une sortie de crise? Qu'est-ce que vous préconisez? Bon, je crois que déjà, il faudrait que les acteurs politiques bissau-guinéens soient responsables, tout simplement. Parce qu'il y a des élections législatives qui sont prévues, bien sûr, cette année. Et l'idée, c'est juste de gérer cette période, entre guillemets, de transition qui puisse permettre après d'y voir plus clair. C'est-à-dire qui aura la majorité même au sein de l'Assemblée nationale, puisque c'est ce que dit la Constitution. C'est le parti majoritaire, le Premier ministre doit être issu du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc je crois que là, il faut juste faire preuve de responsabilité, il faut appeler la classe politique bissau-guinéenne à faire preuve de responsabilité pour temporiser et attendre les élections législatives qui vont arriver. Mais pour moi, c'est la seule solution aujourd'hui. La solution de fond, alors, on l'aura après. Au-delà justement de la classe politique bissau-guinéenne, est-ce qu'il n'y a pas des interférences finalement extérieures qui compliquent un petit peu cette situation? On pense par exemple au Sénégal, au Portugal ou à l'Angola, qui ont des intérêts, qui voulaient créer des infrastructures militaires dans le pays notamment. Est-ce que les intérêts des uns et des autres finalement ne nuisent pas au processus de paix finalement dans ce pays-là? Bon, sans pouvoir le dire de manière nette, mais il est clair qu'il y a des liens qui existent. C'est ce que révèle votre question également. Je pense que l'Angola, le Portugal, pour des raisons culturelles, parce qu'avec la Guinée-Bissau, c'est des pays lusophones. Donc il y a un lien historique qui est fait là, qui est établi. Donc le Portugal est l'ancienne puissance coloniale, c'est tout à fait logique et naturel, même si parfois cela peut se faire au détriment des populations locales, mais c'est naturel de la part du Portugal d'essayer de trouver un terrain d'investissement pour exploiter un certain nombre de choses, aussi bien en Angola qu'en Guinée-Bissau. Le Sénégal, vous l'avez évoqué, il est clair que la crise en Casamance est importante. La résolution de la crise en Casamance passera en partie par la stabilité de la Guinée-Bissau, puisque c'est la base arrière, c'est la base de repli des rebelles de la Casamance. Donc forcément, le Sénégal suit d'un œil très attentif. Donc il y a sûrement des interférences à ce niveau-là, mais l'important c'est la stabilité. Ce qui est sûr, excusez-moi, ce qui est sûr, c'est que il faut absolument trouver cette transition. La difficulté réside dans le fait que, comme on disait tout à l'heure, M. Pereira, qui est l'ancien Premier ministre, est également le leader du parti présidentiel auquel donc le président et lui-même appartiennent, d'où la difficulté, puisqu'il y a un rapport de force en fait qui est en train de se jouer. Le Premier ministre devant être nommé par le parti majoritaire. Comme vous disiez tout à l'heure, monsieur, il faut absolument que ce soit quelqu'un de confiance, puisque c'est lui qui va mettre en application la politique. Donc le chef du gouvernement doit être une personnalité
pour la transition, en tout cas assez neutre. Et puis après, il faudra une personnalité qui soit complètement en accord avec le président pour pouvoir avancer. Alors, Daouda, pour renforcer la pression, hein, la CEDEAO a brandi la menace des sanctions individuelles ou collectives. Qu'est-ce qui peut être envisagé ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne vois pas véritablement comment la CEDEAO peut contraindre de manière très efficace le président Mario Vaz à exécuter telle ou telle autre décision ou à nommer telle ou telle autre personne. Bon, dans ce genre de choses, on évoque souvent un gel des avoirs, interdiction de voyage, etc. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ce ne sera pas des mesures qui seront efficaces. La médiation, je pense qu'il faut reprendre la médiation en insistant sur la responsabilité même de la classe politique bissau-guinéenne. Mais je vois mal véritablement les menaces de la CEDEAO, qu'elles soient des menaces de nature à faire plier de manière nette, j'allais dire, le président Mario Vaz. Maintenant, ce qui est possible, c'est de proposer, comme ça avait été fait avec la médiation du président Alpha Condé, 3 noms par exemple, et puis libre au président Mario Vaz de choisir entre 2 ou 3 personnalités. Après, c'est vrai qu'un autre moyen de pression, c'est peut-être ce qui a été brandi par le Portugal, justement, c'est l'aide au développement, le déblocage de 1 milliard d'euros de fonds d'aide au développement. Parfois, en touchant au porte-monnaie, ça permet aussi à tout le monde de se mettre autour d'une table et de trouver une solution, en tout cas. C'est-à-dire qu'il faut envisager des sanctions économiques. Malheureusement, je pense que c'est un des moyens de pression. On a un pays déjà qui est très en retard d'un point de vue développement, même si le pays, même si la croissance revient petit à petit. Mais je crois que, bon, vous avez raison de le souligner, ça peut être un outil de contrainte, l'aide publique au développement, sauf qu'on sait très bien que l'aide publique au développement n'est pas efficace ni en Guinée-Bissau, ni dans un autre pays d'Afrique. Depuis plus d'une 50aine d'années, c'est quelque chose, un certain nombre d'argent a été mis sur place. Ça n'a pas produit l'efficacité qui est attendue. Et je crois que les chefs d'État le savent aujourd'hui et essayent d'évoquer surtout l'indépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds. Et je pense qu'ils évoquent également souvent la notion d'ingérence. Donc je pense que l'approche du Portugal peut être prise surtout par Mario Vaz comme étant, si elle est persistante, une forme d'ingérence, ce qui peut peut-être lui permettre de mobiliser un certain nombre de populations bissau-guinéennes en même temps. Mais vous avez raison, toutes les pressions sont bonnes à prendre, à mettre en place, et toutes les options sont là. Mais il est clair que ce pays doit véritablement sortir de l'instabilité, et c'est pas en nommant quelqu'un sur 6 mois ou 12 mois, en contraignant le président, que ça va se faire. En tout cas, pour l'heure, l'enjeu est de se conformer aux accords de Conakry, qui prévoit donc la nomination d'un Premier ministre de consensus, dont le nom est attendu dans les prochaines heures, on le rappelle. Au vu du paysage politique actuel en Guinée-Bissau, quelles sont les personnalités finalement qui apparaissent comme consensuelles et qui pourraient finalement faire l'affaire, Daouda ? Bon, l'ancien secrétaire permanent du PAIGC a été évoqué même avant même la nomination de Umaro Embalo. Bon, celui-ci peut-être peut avoir sa chance cette fois-ci. Maintenant, je crois que dans ce type de situation, moi je me garderai de faire des pronostics, étant donné que il faut un homme qui bénéficie de la confiance du Parlement, de l'ensemble de la classe politique et aussi du président lui-même. Donc je crois que c'est un véritable casse-tête aujourd'hui. Moi, je ne peux avancer aucun nom qui soit véritablement pertinent. Je crois qu'il faut juste laisser les choses se faire et poursuivre dans la médiation pour voir le résultat ensuite. Merci Daouda. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. À tout de suite.